Et donc, on va y aller, c'est parti. On va parler ce matin d'un sujet crucial qui est le sujet des buyers persona, des persona marketing, des personas tout court. Certains diront personae. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai entendu. Bon, des fois, il y a des formations aussi, un peu comme LinkedIn, on va dire LinkedIn ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de persona à leur façon. Mais voilà, c'est un sujet crucial, effectivement, puisque c'est à notre sens, et je pense que c'est la vérité universelle, le travail des personas est essentiel pour mettre en place une stratégie marketing et commerciale qui génère un revenu sur investissement optimal. Sans persona aujourd'hui, il est très, très compliqué d'obtenir des résultats, en tout cas d'obtenir des résultats qui soient significatifs pour la simple et bonne raison qu'on est aujourd'hui et encore plus, enfin je pense que le phénomène s'est encore plus accéléré avec le Covid, le confinement, etc. On est vraiment entré dans une ère du marketing d'expérience, de l'expérience prospect aussi importante que l'expérience client. Et donc aujourd'hui, pour trouver des prospects, pour attirer leur attention, la retenir et convertir ces prospects en clients, il est essentiel de leur offrir une expérience qui soit optimale. Et donc ça signifie qu'il faut leur envoyer le bon message au bon moment, dans le bon format et beaucoup encore de bons qu'on va voir ensemble pendant cette visio. Donc du coup, je vais vous présenter le sujet du webinaire. J'en profite pour faire un petit coucou aux personnes qui nous regarderont en replay sur YouTube, puisque le webinar, la formation Buyer Persona sera aussi en replay sur YouTube. Donc, bonjour à vous sur YouTube. Si la formation vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et comme ça, vous pourrez être informé des prochains lives et des prochaines vidéos mises en ligne. Let's go! Donc, je vous parle rapidement d'SLN pour ceux qui ne nous connaissent pas. Enchanté d'abord, si c'est la première fois que vous nous rejoignez et que vous participez à un webinaire SLN. SLN, c'est une agence marketing et commerciale qui vous permet de digitaliser vos stratégies pour obtenir un maximum de résultats tout en répondant aux attentes de l'acheteur moderne. Donc, vous voyez tout en bas, un peu en transparent, une équation, stratégie plus outils fois humain égale croissance au carré. On est assez convaincu que la composante d'une bonne stratégie marketing, justement, c'est l'aspect stratégique, les bons outils aussi, mais que tout ça doit être bien utilisé, bien porté par les humains dans l'entreprise pour pouvoir générer de la croissance. Donc moi, je suis Ludo. Seb, c'est la partie commerciale de l'agence parce que je suis la partie marketing. Et Germain, qui est chez nous depuis juin, est la partie renfort marketing puisqu'on a besoin de ça, que ce soit pour nous en interne ou pour nos clients. Donc voilà. On a assez parlé de nous et on en reparlera un tout petit peu à la fin si ça vous intéresse. Mais je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Le sujet des personas, c'est un sujet qui m'énerve. Je suis de nature très, très calme. Je suis de nature plutôt posée. Mais le sujet des personas, c'est un sujet qui m'énerve. Pourquoi? Parce que beaucoup en parlent. Alors, peu l'utilisent. Germain a été sympa dans la slide en disant peu l'utilisent. Moi, j'ai l'habitude de dire beaucoup en parlent et la grosse majorité de ceux qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce que j'ai assisté à des conférences, à des formations données par des agences marketing, des agences de communication, des grosses institutions publiques qui accompagnent les entreprises, et je ne citerai pas de nom ici, et j'ai entendu des trucs sur les personas qui m'ont fait très très mal et qui expliquent aussi pourquoi les entreprises aujourd'hui ne prennent pas le sujet au sérieux finalement, et je vais détailler ça un tout petit peu plus loin. Donc, au programme de cette formation, de ce webinaire, on va voir d'abord rapidement qu'est-ce qu'un persona et à quoi ça sert, pourquoi c'est important de travailler ces personas. Je vous donnerai un exemple qui va forcément vous parler. Et ensuite, on va vous présenter la méthode en 4 plus une étape bonus. Vous la verrez à la fin. Donc, les étapes pour réussir sa fiche persona et créer un persona qui va vous permettre de définir et mettre en place une stratégie marketing et commerciale optimale. Et on verra en plus de ça donc les astuces pour bien réussir un entretien persona, puisqu'on verra qu'une des étapes, c'est de mener des interviews clients. Et on verra à la fin une anatomie d'une fiche persona réussie. Donc, on vous présentera concrètement une fiche qu'on a travaillée pour le fun, mais avec effectivement tous les éléments qui sont importants selon nous à mettre en lumière dans cette fiche.
N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir sur sur la thématique des personas. Germain pourra vous répondre dans le chat, pourra partager des liens complémentaires à ce que je vais présenter ici et moi, je pourrai essayer de répondre dans la mesure du possible. On aura aussi un temps de questions et réponses à la fin du webinaire. Donc, Buyer Persona, chapitre 1, comment ça marche? C'est quoi un persona et à quoi ça sert? Le persona, c'est le profil type de votre client idéal. Concrètement, c'est le client avec qui vous adorez travailler parce que vous savez pertinemment que ça va bien se passer, qu'il sera content à la fin, qu'il va re-signer avec vous, qu'il va vous recommander, qu'il va devenir un ambassadeur et qui va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Donc, c'est le client qui vous rapporte du CA, du chiffre d'affaires. C'est un client avec qui vous avez peut-être le moins de difficultés à convertir, c'est-à-dire que quand vous parlez avec lui en tant que prospect, il comprend de quoi on parle, il a un niveau de maturité intéressant, il a les problématiques qui résonnent avec vos solutions, etc. Donc, c'est assez facile de discuter avec lui et la conversion en client est assez fluide et c'est un client avec qui ça se passe bien en fait. Donc, voilà, ça va être hyper important de l'avoir en tête. Donc, le persona, c'est le profil type de votre client idéal. Vous devez comprendre qui est ce client idéal. La grosse problématique que j'évoquais tout à l'heure, et j'ai partagé une publication sur LinkedIn que vous avez peut-être vu passer, où justement, je mettais quelques exemples de fiches persona qui ne sont pas de vraies fiches persona, et j'avais pris pour l'occasion la fiche d'Éric Zemmour et la fiche de Kylian Mbappé. Donc, vous avez peut-être vu ça sur LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à m'ajouter sur le réseau social et à regarder un petit peu dans les posts que j'ai publiés dernièrement. Vous verrez la publication. Mais elle fait, cette publication est vraiment là pour illustrer la mauvaise pratique que je vois partout dans certaines agences marketing, que je vois effectivement dans les institutions dont je vous parlais tout à l'heure, dans les conférences, les ateliers auxquels je peux assister parfois sur le sujet des personas, c'est qu'on pense qu'un persona, c'est une fiche dans laquelle on va mettre un prénom, un âge, est-ce qu'il est marié, divorcé, est-ce qu'il habite en campagne ou en ville, est-ce qu'il a une voiture ou est-ce qu'il prend le vélo ou j'en sais rien, enfin bref, est-ce qu'il a un chien ou pas. Mais ces informations-là, déjà, elles sont très difficiles à obtenir parce que ce sont des informations privées. Donc, bien souvent, c'est de la supposition. Mais très concrètement, et dans le chat ou en commentaire sur YouTube, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi savoir que votre persona, que votre client idéal a 42 ans, qu'il est divorcé, 2 enfants, qu'il habite à la campagne et qu'il a un chien, en quoi ces informations, hormis si vous êtes dans des domaines d'activité très précises, je ne sais pas, vous vendez des croquettes ou vous êtes spécialisé dans les agences matrimoniales ou quoi, mais grosso modo, comment ces critères peuvent vous aider à définir une stratégie qui soit efficace. L'idée aussi de travailler une fiche persona, c'est de comprendre ce qu'on appelle le buyer journey. Et là, Germain, tu vas pouvoir partager un lien dans le chat. Vous devez, plutôt que de savoir s'il a un chien ou s'il habite à la campagne, vous devez plutôt comprendre quels sont les éléments dans son quotidien qui activent une réflexion d'achat chez lui et quelles sont les questions qu'il se pose au cours de sa réflexion jusqu'à obtenir un niveau de maturité suffisant afin de le convertir en client. Je m'explique. En B2B comme en B2C, l'acheteur va passer par une réflexion, ce qu'on appelle le buyer journey, une réflexion en 3 étapes au cours desquelles il va se poser différentes questions et au cours desquelles il va monter en maturité. Généralement, la réflexion, elle va commencer par une problématique. Typiquement, on parlait d'agence matrimoniale tout à l'heure. La problématique, ça peut être je viens de divorcer ou je suis célibataire depuis 15 ans et du coup, j'en ai marre d'être tout seul. Effectivement, ma problématique, c'est ça, c'est pourquoi je suis célibataire, pourquoi je rencontre personne, pourquoi mon couple n'a pas tenu, etc., etc. Donc là, on est en phase awareness. On se pose la question de pourquoi on rencontre telle problématique. Une fois qu'on a identifié le pourquoi, OK, cette problématique-là, je la rencontre pour tel et tel sujet, on va essayer de trouver des solutions pour résoudre justement ces sujets. Donc, on va entrer en phase de considération. Comment je peux rencontrer quelqu'un, comment créer un profil qui soit séduisant sur les sites de rencontres en ligne, par exemple, comment faire des rencontres au quotidien, comment rencontrer l'âme sœur, etc. Donc, c'est la phase considération pour l'exemple que je prends en live de l'agence matrimoniale. Une fois que l'acheteur a mené cette réflexion et qu'il a compris qu'il avait différentes solutions pour rencontrer quelqu'un, qui pouvait s'inscrire sur des sites de rencontres, qui pouvait sortir le soir ou qui pouvait s'inscrire dans une agence matrimoniale, il va
comparer ces solutions-là et il va rechercher à savoir quelle est la meilleure solution pour lui. Si la meilleure solution, selon lui, c'est plutôt de s'inscrire dans une agence matrimoniale parce que c'est bien cadré, parce qu'il est sûr de faire des rencontres, qu'on va lui proposer peut-être la moitié de ses rêves, etc., il va entrer en phase de décision. Et à partir de ce moment-là, il se posera des questions sur quelle agence matrimoniale choisir, quels sont les avis sur telle agence matrimoniale, etc., etc. Donc, vous voyez avec cet exemple pris totalement en live, qui n'était pas du tout prévu, que l'acheteur, en fait, se pose différentes questions selon son niveau de maturité. Et c'est ce que vous devez réussir à déterminer avec votre fiche persona. On va voir ça en détail juste après. Buyer persona, comment ça marche? Donc, voyons maintenant la méthodologie en 4+1 étapes. La première étape, j'en parlais tout à l'heure, ça va être tout simplement d'appeler vos clients pour comprendre qui ils sont, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, quels sont les objectifs qui sont les leurs challenges, quelle est leur organisation en interne, quel a été l'élément déclencheur qui les a amenés à mener une réflexion, quels ont été les éléments, les questions qu'ils se sont posées avant de devenir client chez vous, quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'ils ont signé chez vous. Donc voilà, appelez vos clients pour comprendre qui ils sont. Donc, le client, bien entendu, vous segmentez votre base, vous appelez les clients qui correspondent au mieux à votre profil type de client idéal qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça peut être un segment métier, ça peut être par objectif, ça peut être par peut-être prestation signée, etc. Mais voilà, vous segmentez votre base client, vous interviewez entre 5 et 10, c'est déjà pas mal, 10 clients représentatifs de votre client idéal et vous cherchez à comprendre quelles sont ses problématiques, comment il se forme, comment il s'informe, est-ce qu'il utilise des réseaux sociaux, est-ce qu'il utilise les moteurs de recherche, quels mots-clés il peut utiliser sur les moteurs de recherche, quelles sont les problématiques qu'il a rencontrées qui l'ont amené chez vous, quelles sont les choses ou les questions qu'ils se sont posées et les réponses qu'il a obtenues qui l'ont convaincu d'être client chez vous, comment ça se passe d'être client chez vous, s'il n'était pas client chez vous, quelles seraient les solutions qu'il rechercherait. Bref, voilà, vous avez tout un tas de questions et on vous donnera à la fin justement du webinaire une liste de plus de 50 informations à récupérer à ce niveau-là. Mais voilà, la première étape pour réaliser une fiche persona efficace, c'est de caler des interviews avec vos clients. Tout simplement, vous souhaitez savoir qui sont vos clients, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, vous devez leur demander. Et c'est là où je suis hyper énervé quand on arrive chez des clients et qui nous disent « Ah non, mais la fiche persona, je n'ai pas besoin de la travailler, on l'a travaillée avec notre précédente agence. » Et quand je regarde la fiche et que je leur pose la question de comment ils ont travaillé et qu'ils me disent en fait, ils sont venus 1 heure, on a pris un café, ils nous ont posé tout un tas de questions et on a répondu, on a mis des trucs sur un paperboard et ils en ont fait une fiche. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce ne sont que des suppositions. C'est-à-dire que si vous basez votre persona sur des suppositions, vous n'avez pas la vérité et donc vous allez caler vos actions en fonction de vos suppositions et ça pourra créer d'énormes problèmes dans votre retour sur investissement. Je vous donne un exemple très concret. On accompagne un client chez qui on a travaillé maintenant les personas, mais qui au départ avait fait sa fiche de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il s'était calé dans un bureau, les 3 personnes du marketing, ils avaient pris un paperboard, ils avaient tapé des suppositions, ils avaient écrit des suppositions sur qui était leur client idéal. Et ils avaient fait un petit truc quand même qui était smart, c'est qu'ils avaient été sur LinkedIn et ils étaient allés voir si les DG des boîtes qu'ils ciblaient, les directeurs généraux, les PDG, les gérants, étaient bien présents sur LinkedIn. Ils se sont rendus compte du coup qu'effectivement 90% des DG qu'ils ciblaient avaient un compte LinkedIn. Donc ils se sont dit, notre persona, il est sur LinkedIn. Donc comme il est sur LinkedIn, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des LinkedIn ads, donc de la publicité sur LinkedIn pour attirer leur attention. Ils ont mené des campagnes LinkedIn ads pendant quasiment 6 mois. Ils ont dépensé 15 000 € dans les LinkedIn ads pour 0 retour sur investissement. Ce qui s'est passé quand on a fait les interviews persona, on a appelé ces DG. On leur a posé des questions sur leurs problématiques, sur leur comportement, comment ils utilisaient Internet, comment ils utilisaient les réseaux sociaux. Et on leur a posé la question de LinkedIn. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Est-ce que vous utilisez LinkedIn? Il s'est avéré que leur client idéal, leur persona, effectivement avait un compte LinkedIn, mais il ne s'y connectait jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne recevait que des messages de commerciaux ou de stagiaires pour une demande de stage. Et donc, du coup, ça ne nous intéresse pas, LinkedIn. C'est que de la prospection. On est sursollicité. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, oui, j'ai un compte, mais j'y vais jamais. Et donc, forcément, quand on investit 15 000 € dans des LinkedIn ads en espérant toucher notre client idéal qui, lui, ne se connecte pas à LinkedIn ou peut-être qu'une fois par mois, ça ne fonctionne pas. Donc, posez des questions au sujet de leur poste, leurs objectifs, leurs problématiques, leur parcours d'achat, leur relation avec votre offre, pourquoi ils sont clients chez vous, quels sont les avantages de votre offre, quels sont les inconvénients peut-être.
Et surtout, la question qu'on aime bien poser, et vous la verrez dans le récap à la fin, c'est si nous, on n'existait pas, si cette solution que vous utilisez aujourd'hui n'existait pas, quelle solution vous utiliseriez? Bien souvent, vous vous dire, bah, je serais, entre guillemets, dans la merde parce que la solution, elle est bien, etc. Il faut développer, etc. Mais voilà le genre, la typologie, en tout cas, les familles de questions que vous pouvez poser pour comprendre, pour bien mener votre interview persona et créer votre fiche persona. Donc, première étape, on fait des interviews clients. Je ne sais pas si la question a été posée, et Germain, tu pourras me le dire, mais je pense que c'est une question qui a été posée dans le chat, en tout cas qui est régulièrement posée et qui sera peut-être posée en commentaire du coup sur YouTube. La question, c'est si on démarre et qu'on n'a pas de clients, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qui revient évidemment souvent chez nous. Là-dessus, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que vous pouvez tout simplement appeler des prospects cibles. Voilà, vous pouvez faire ça, vous appelez des prospects potentiels, vous leur expliquez, vous lancez une offre et vous leur posez des questions autour de la fiche persona pour construire votre fiche persona. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution aussi, c'est de définir votre segment et d'essayer de trouver des informations en ligne. Vous avez peut-être déjà un site internet avec des gens qui ont un comportement sur votre site internet. Vous pouvez peut-être récupérer des informations de cette manière-là. Sinon, vous pouvez exploiter les forums, les réseaux sociaux, les groupes de discussion pour comprendre quelles sont les questions que se pose votre cible, quels sont les comportements qu'ils ont sur les réseaux sociaux, comment ils s'expriment en commentaire, quels sont les contenus qu'ils regardent, qu'ils aiment, qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, etc. Et vous aurez des billes à ce niveau-là. Donc, voilà quelques petites astuces. L'autre astuce que je vous donnerai, c'est la fameuse étude de marché. On a tous fait, alors si vous avez fait des études de marketing, etc., vous avez suivi des cours, donc on vous a expliqué comment faire une étude de marché. Si vous n'avez jamais fait d'études de marché, vous avez sans doute croisé un groupe de jeunes entrepreneurs ou moins jeunes qui lancent une activité et qui viennent vous voir le samedi après-midi sur le parvis du centre commercial de votre ville pour vous poser des questions sur leur domaine d'activité. Bien souvent, ils vont vous poser des questions du type « Si tel service existait, est-ce que ce serait cool pour vous ?» Bah, généralement, la réponse, ça sera oui. En fait, les questions, elles sont hyper orientées. Elles ne parlent que du produit, que du projet de l'entreprise en création en question. Donc, bien souvent, bah, les réponses qu'on va obtenir, elles seront très encourageantes parce que nous, on ne veut pas vexer les personnes qui posent les questions et on va répondre positivement. Mais la vérité, c'est que ça ne va pas donner vraiment beaucoup d'informations pour créer une stratégie marketing commerciale qui soit efficace. Donc, si vous faites une étude de marché de terrain, que vous interviewez des clients potentiels, etc., ne parlez pas que de votre offre. Parlez-leur d'eux finalement, qui ils sont, quelles sont leurs problématiques, comment ça se déroule au quotidien, comment ils trouvent des solutions à leurs problèmes, est-ce qu'ils utilisent Google, les moteurs de recherche, les blogs, est-ce qu'ils consultent des vidéos ou plutôt des formations en ligne, etc. Voilà, posez ce genre de questions et vous aurez aussi plein de réponses pour votre fiche persona. Donc, astuce numéro 1 pour réussir son interview persona, c'est vraiment de créer une véritable discussion. On va vous donner tout à l'heure en bonus, en cadeau de ce webinaire, une liste de 58, je crois, 56 ou 58 questions que vous pouvez potentiellement poser à vos prospects. On vous encourage à prendre connaissance de cette liste, mais on vous encourage aussi à ne pas lire question après question quand vous allez faire votre interview persona parce que ce sera une discussion fermée, peut-être même parfois biaisée, et du coup, vous n'obtiendrez pas toute la valeur que vous pouvez obtenir d'une véritable discussion. Chez nous, quand on fait une interview persona, on y va, on pose des questions. Alors, les premières questions qui mettent à l'aise, les premières questions les plus faciles à poser sur c'est quoi votre métier. Si vous posez la question à quelqu'un que vous avez au téléphone pour l'interview persona et que vous lui demandez de parler de lui, de son quotidien, de son travail, ça va le valoriser, il sera content. Donc, c'est une bonne manière de démarrer la discussion. Et derrière, il faut rebondir. Il faut être à l'aise avec ça, il faut poser des questions ouvertes, il faut rebondir sur ce que la personne dit parce que c'est comme ça que vous allez avoir un maximum d'informations. Germain, tu as publié un post LinkedIn hier, je crois, ou avant-hier, dans lequel tu disais on n'est pas dans on n'est pas dans un commissariat de police, on n'est pas en train d'enquêter sur un double homicide et à poser des questions sur un meurtre. Il ne faut pas que votre persona se sente voilà, au commissariat, interrogatoire, on pose plein de questions, etc. Il est suspect, quoi. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion. Vous avez les informations clés à récupérer. Vous n'allez pas les récupérer dans le même ordre. Le but, c'est d'être le plus spontané possible, le plus réactif possible, de rebondir au mieux possible sur ce que vous entendez et créer une véritable discussion. Et vous allez voir que généralement, l'interview va durer assez longtemps et vous aurez un maximum d'informations. L'astuce numéro 2, et ça c'est tout bête, mais c'est un truc vraiment très très confortable. Évidemment, informez vos clients, prospects, les personnes que vous interviewez, que vous l'enregistrez. Mais voilà, la bonne astuce aussi, c'est d'enregistrer la conversation. Plutôt que d'être derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone à poser les questions
et à prendre des notes et à du coup écouter que peut-être un tiers de ce que vous dit votre interlocuteur et du coup d'avoir des difficultés aussi pour rebondir, vous enregistrez, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir réécouter la discussion plus tard, prendre des notes, etc., etc. Et pendant ce temps-là, vous focussez, ouais, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, vous portez toute votre attention sur le dialogue, vous cherchez les points sur lesquels rebondir et voilà, vous êtes vraiment dans la discussion. Donc, enregistrez la conversation, ça vous enlèvera du stress, vous êtes sûr de manquer aucune information et vous serez beaucoup plus à l'aise dans la discussion. Astuce numéro 3, essayez de cadrer le timing parce que effectivement, si vous avez une discussion ouverte, bah, l'interview persona peut durer 1h30, 2h, 2h30 et quand vous en avez 10 à faire, bah, du coup, ça peut prendre du temps. Chez nous, idéalement, en théorie, une interview persona ne doit pas dépasser 20 minutes parce que déjà, le temps est précieux pour les personnes qu'on interviewe. Et puis, nous aussi, notre temps est précieux. Donc, on doit aller assez vite. Ça doit, en théorie, et je mets bien entre guillemets pour les personnes qui nous regardent, durer 20 minutes. Très clairement, en toute transparence, ça n'a jamais duré 20 minutes. Au mieux, ça dure 40, 45 minutes. Mais vous verrez, et c'est là un stress que vous devez vous enlever sur les interviews persona, qu'une fois que vous branchez votre interlocuteur sur ce qu'il est, quels sont ses problèmes, quels sont ses objectifs, etc., de quoi est fait son quotidien, eh ben, il va parler beaucoup, beaucoup plus que lui et ça sera à vous d'essayer de cadrer le timing et essayer quand même de récupérer dans un temps qui ne soit pas trop énorme les informations dont vous avez réellement besoin. Astuce numéro 4, mais on en a parlé précédemment, vraiment réaliser plusieurs entretiens. Si vous faites qu'une interview d'un client, bah, votre persona n'aura aucune valeur. En fait, un client n'est pas représentatif de la masse de vos clients idéaux. Vraiment réaliser plusieurs interviews. 5, c'est le gros minimum. 10, ça commence à être confortable. Et l'idée, c'est de dire, bon, OK, on en fait entre 5 et 10 au départ. Et ensuite, tous les trimestres, on essaye d'en faire 3, 4, 5 en plus et on met à jour notre fiche. Donc voilà, astuce numéro 4, réaliser vraiment plusieurs entretiens. Une fois que vous avez fait vos interviews, donc vous les avez enregistrées, vous avez pris des notes, il y a des tendances qui commencent à se dessiner, etc. Le point qui va être important, c'est de ne pas vous arrêter là. Pourquoi? Parce que dans une discussion, parfois, il fait bien de dire qu'on fait ça. Il fait bien de dire qu'on suit des formations en ligne, alors que ce n'est pas vrai. Il fait bien de dire qu'on télécharge des livres blancs et qu'on passe le week-end à les lire. Ouais, ça fait bien. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, des fois, dans une discussion, votre persona va vous dire un truc. Vos personas, toutes les interviews que vous allez faire, bah, vous allez avoir une information qui sera donnée par chacune d'entre elles. Mais quand vous allez creuser de votre côté sur vos outils d'analytics, donc les analyses de trafic sur votre site internet, sur les outils de performance, d'analyse de performance sur vos contenus sur les réseaux sociaux, ou sur tout simplement les indicateurs que vous avez sur les usages de vos produits ou services, bah, vous allez vous rendre compte que oui, ça effectivement, ça existe, mais pas dans la mesure évoquée par nos personas, parce que ça faisait peut-être bien de le dire comme ça, mais voilà, vous devez prendre le temps d'utiliser toutes les données que vous avez à disposition en interne pour confirmer ou en tout cas tempérer les propos qui seront donnés par vos personas. Donc, étape 2, vous analysez vraiment tout ce que vous pouvez analyser avec vos outils en interne pour valider ou tempérer les propos récupérés, les informations récupérées lors de vos interviews persona. Une fois que vous allez avoir fait ça, et ça va être un point ultra essentiel aussi dans votre travail de persona, vous allez devoir confronter donc, vos conclusions avec vos collaborateurs. Les collaborateurs qui sont en relation directe ou indirecte avec vos clients. Bien entendu, les premiers à contacter et à confronter, ça va être les commerciaux. C'est-à-dire que les commerciaux, ils sont en contact régulièrement avec les prospects, avec les clients, ils entendent des choses, ils savent quelles sont les réelles problématiques, ils savent aussi par expérience quels sont les arguments qui font mouche, etc. Donc voilà, basez-vous sur leur expérience. Maintenant, leur expérience seule ne suffit pas non plus. Vous ne pouvez pas non plus vous dire bah, je vais aller voir les commerciaux et je vais leur demander qui est notre client idéal et je vais leur poser toutes les questions de la fiche persona et eux vont avoir une réponse. C'est possible qu'ils aient une réponse, mais leur réponse sera aussi biaisée de leur côté parce qu'ils ont un contexte, parce qu'ils ont une expérience, parce qu'ils ont certaines sensibilités, etc. Et donc, ça ne sera qu'une partie de la vérité. Donc voilà, vous avez vos interviews, vous avez analysé avec les chiffres, vous avez des conclusions par rapport à tout ça. Vous organisez des ateliers de travail avec les commerciaux, avec le service technique, avec le service après-vente, le service client, bref, avec toutes les personnes qui sont en contact direct ou indirect avec les clients. Et vous essayez de valider ou non ce que vous avez pu entendre avec les personas. Et bien souvent, là aussi, vous aurez des éléments de températion, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais vous pourrez tempérer les informations que vous aurez récupérées avec vos interviews persona. Cet aspect de travailler avec les commerciaux, elle est vraiment essentielle.
Pourquoi? Parce que votre persona va vous permettre de mettre en place une stratégie marketing qui va générer des prospects qualifiés que les commerciaux vont devoir convertir en clients. Et donc, si la vision des commerciaux est différente de votre vision à vous, vous allez générer ce que vous pensez être des prospects de qualité, et pour les commerciaux, ça ne sera pas le cas, et donc ils n'arriveront pas à les convertir en clients, et ils arrêteront de les traiter, et vous allez travailler pour rien au marketing. Donc ça, c'est un point vraiment important, c'est ce qu'on appelle l'alignement marketing-vente, et Germain, tu pourras partager des contenus si tu en as sous la main sur le sujet de l'alignement marketing-vente sur le blog. C'est un sujet essentiel parce que oui, marketing et commerciaux aujourd'hui, dans le contexte où l'acheteur il est hyper connecté dans sa réflexion d'achat et qui mène une majorité de sa réflexion tout seul, vous devez avoir une vision alignée de ce qu'est le prospect idéal. J'ai une question posée par Francis qui est comment confronter ces résultats lorsqu'on est indépendant? Alors j'ai envie de dire soit on est schizophrène et du coup on peut le faire tout seul dans sa tête. Mais sinon, ouais, effectivement, c'est le sujet qui peut être compliqué parce qu'à la fois vous êtes le marketing, vous êtes le commerce. Et du coup, il faut réussir, à faire la part des choses, à essayer d'être le plus objectif possible. Mais clairement, oui, quand on est seul, qu'on n'a pas de service marketing ou de services commerciaux, de confronter les résultats, ça va être effectivement l'étape la plus complexe. Mais je vous encourage quand même à, dans ces cas-là, vous dire, OK, j'ai fait les interviews, j'ai fait les analyses. Donc, d'un point de vue marketing, j'ai des conclusions. Maintenant, si je réfléchis aux différents clients que j'ai dernièrement signés, est-ce que ça fait sens ou non? Essayez quand même de faire des post-mortem des clients que vous avez signés ou même des clients que vous avez perdus pour comprendre si les raisons pour lesquelles vous avez perdu font bien écho avec ce que vous avez entendu sur les interviews persona et si quand vous avez signé, effectivement, c'était pour des raisons qui ont été invoquées aussi par vos personas. Donc vraiment, essayez quand même d'avoir en tout cas cette analyse des ventes obtenues ou des ventes ratées pour essayer de confronter vos résultats. Donc troisième étape, on a confronté tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a fait les interviews, on a validé ou tempéré les informations avec les datas qu'on avait, on a validé ou tempéré encore ces conclusions avec les collaborateurs en interne qui sont en relation avec les clients. Maintenant, on a toutes les informations pour consolider les infos dans la fiche persona. Quand j'ai publié justement la publication de LinkedIn dont je vous parlais tout à l'heure sur la fiche persona, il y a une personne qui m'a mis en commentaire j'allais liker ton post parce que vraiment toute la vision que tu as des personas, c'est vraiment ça. Et puis à un moment, tu as parlé de fiche persona et du coup, grosso modo, tu n'as rien compris. Il me disait, tu n'as rien compris. Bon, ça faisait 2 ans qu'il était dans le marketing, il était en alternance. OK, je peux entendre des leçons, des critiques, mais il n'avait pas vraiment d'arguments. J'ai essayé de comprendre. Et dans son esprit, plus que l'interview persona, plus que le travail de persona, c'est un travail de fond. On ne peut pas synthétiser tout ça dans une fiche. Donc, on doit avoir un document stratégique de plusieurs pages, de 10, 20, 30, 40, 50 pages. C'est clairement vrai. Parce que nous, quand on fait l'interview persona chez nos clients, on remet un dossier stratégique derrière de entre 50, 80, parfois 100 pages de recommandations stratégiques qui vont avec. Malgré tout, on ne peut pas se contenter de faire ça. C'est-à-dire que dans le quotidien, on ne peut pas se permettre de refeuilleter les 80 pages pour prendre une décision marketing dans l'urgence. C'est impossible. Quand vous travaillez avec les commerciaux, vous ne pouvez pas leur dire tiens, lis mon rapport de 80 pages sur les personas et dis-moi si ça te convient. Non, vous devez lui présenter une fiche pour que ce soit percutant. Votre DG, c'est pareil. Les personnes qui ne sont pas dans le marketing au quotidien, ils vont pas se coltiner, ils vont pas se taper votre document de 80 pages ou les résumés de 20 pages de chacune de vos interviews. Ils ont besoin d'un document synthétique avec les points clés. Et vous aussi, vous avez finalement besoin de ce document synthétique pour au quotidien, peut-être l'afficher dans votre bureau, au-dessus de votre tête, pour vous rappeler que oui, ça c'est un point important, ça c'est un point important et ça c'est un point important. Donc vraiment consolider les informations dans une fiche persona, c'est plus digeste pour vos collaborateurs et c'est aussi beaucoup plus pratique pour vous au quotidien pour mener vos actions et pour analyser les performances de vos actions. J'ai une question d'Anne-Sophie qui nous dit « Je ne comprends pas l'intérêt de faire des personas si la boîte tourne correctement, sauf si on a l'intention de lancer un nouveau produit, service ou opération marketing. » On peut m'éclairer là-dessus. Eh bien, tout à fait, Anso. On peut faire ça. Si ta boîte tourne hyper bien et que tu as la sensation que ton chiffre d'affaires est le chiffre d'affaires maximal que tu peux atteindre et que le retour sur investissement de chacune de tes actions marketing est optimal, que tu n'as jamais travaillé tes personas, félicitations. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Alors, soit c'est de la chance, parce que du coup, tu as fait des choses, etc. et ça a marché du premier coup et c'est cool. Soit effectivement, tu as une expérience qui te permet de mettre en place des actions qui soient efficaces. Je suis malgré tout convaincu que si tu regardes les taux de conversion, le cycle de vente, le taux de signature des devis envoyés, etc.,
je suis presque convaincu que tu vas te dire, bah, tiens, ouais, effectivement, le taux de conversion ici, on pourrait encore l'améliorer, le taux de signature, on pourrait l'améliorer, etc. Si c'est vraiment le cas, et que tu te dis, bah oui, on peut s'améliorer dans le taux de conversion des devis, où je peux générer plus de prospects, plus de leads avec les visiteurs que j'ai sur mon site internet, où je pourrais développer encore plus le nombre de visiteurs ou le nombre d'abonnés que j'ai sur mes réseaux sociaux. Le travail des personas, pour moi, il est essentiel pour ça. Parce que c'est ces détails, c'est justement les éléments qu'on va récupérer dans la fiche persona, et j'y reviendrai juste après, qui vont vous permettre de mettre en place une stratégie avec notamment les meilleurs contenus hyper contextualisés qui feront la différence. Donc pour moi, le travail de persona, effectivement, est important, même si la boîte tourne correctement. Donc, voici un exemple de fiche persona que nous, on travaille pour nos clients. Alors là, c'est Germain, du coup, qui a travaillé cette fiche. Vous l'aurez en plus grand format tout à l'heure, puisqu'on va vous remettre justement un guide complet avec notamment les questions à poser. Et vous aurez cette template de fiche persona en grand écran. Mais grosso modo, voilà à quoi ressemble une fiche persona chez nous. Vous avez à gauche toutes les informations démographiques, c'est-à-dire effectivement le prénom du persona. Pourquoi on donne un prénom? Non pas parce que tous les personas, le persona, c'est mieux s'il s'appelle Didier ou Robert, ça on s'en fout complètement. L'idée, c'est d'avoir quand même un truc qui reste en tête, parce que c'est clair que voilà, d'avoir le persona directeur de parc à thème, comme a pu l'écrire Germain dans cette fiche persona-là, c'est assez difficile à s'en rappeler, c'est aussi assez difficile à s'exprimer, etc. Alors que quand on parle du persona John, bah en interne, ouais, ça fait tout de suite sens, quoi. Et c'est vrai que nous, on a assisté du coup à des réunions de travail après avoir bossé les personas de nos clients. Bah, c'est assez marrant d'être dans des réunions marketing où on dit ah non mais John il est pas comme ça, ah ouais mais lui c'est plutôt Kevin et puis machin. Du coup c'est hyper facile, ça fait des raccourcis intellectuels, etc. Donc c'est hyper important. Donc le prénom, voilà, vous pouvez vous en passer, mais en termes je trouve de confort et même de fun dans le travail, je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir. Mais c'est là où on va mettre toutes les caractéristiques de l'âge, de son métier, quelle boîte dans laquelle il travaille, quel est le domaine d'activité, quel est le chiffre d'affaires. Bref, toutes les caractéristiques démographiques de votre cible. Donc ça, c'est la colonne de gauche. Dans la colonne du centre, c'est tout ce qui fait la différence avec les conneries qu'on entend sur les personas. C'est les caractéristiques comportementales et les questions, les objectifs et les freins que rencontre votre cible au quotidien. Donc, c'est vraiment tout ce qui le caractérise au quotidien. Donc, vous avez son quotidien, vous avez ses objectifs, vous avez ses challenges, vous avez ses objections par rapport à vos offres et vous avez les solutions alternatives à la vôtre qu'il peut actionner au quotidien pour justement résoudre ses problèmes. Donc, le centre, c'est vraiment ce qui fera la différence, ce qu'on appelle les caractéristiques comportementales. Et à droite, vous avez à la fois les leviers qu'il utilise pour s'informer et se former, et vous avez dans sa bio une synthèse romancée un petit peu de toutes les informations que vous avez dans la fiche persona. Si vous faites bien attention à la fiche que vous avez sous les yeux, en bas à gauche, vous avez la partie que nous on appelle contre-persona. C'est toutes les caractéristiques rédhibitoires qui font que si un prospect vous appelle ou que vous contactez un prospect et qu'il a cette caractéristique-là, vous êtes sûr que vous n'allez pas le signer. Ça arrive vraiment. Posez-vous aussi la question quand vous travaillez votre persona. Quels sont les éléments qui font que ce client, ce prospect que j'ai en ligne ou que je vais avoir généré sur Internet, je suis convaincu que je ne vais pas le signer. Bien souvent, ça sera un domaine d'activité, un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil. Ça sera peut-être une zone géographique si vous êtes basé sur la France et uniquement la France. Effectivement, tout ce qui est, j'en sais rien, Russie, Japon ou autre, ça rentre dans le contre-persona, par exemple. Donc voilà, Aurélie nous pose une question aussi qui est hyper importante, que je n'ai pas évoquée, mais qui sera peut-être évoquée dans les slides suivantes, mais c'est pas grave, je vais y répondre maintenant. Peut-être aussi qu'elle sera en commentaire sur YouTube. Il est utile de définir combien de fiches profils différents, un seul suffit. Alors là, tout dépend de votre domaine d'activité. Nous, on rencontre plein de clients qui vont nous dire « Ah ouais, mais c'est compliqué de travailler les personas parce que des clients idéaux, on en a plein, on en a 15. » Généralement, quand on creuse, c'est pas vrai. Il y en a 3, 4, 5 et c'est déjà pas mal. Mais bon, ça peut être un réflexe. Donc, effectivement, ça va dépendre de votre domaine d'activité. Peut-être que votre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est composé à 30% du persona A, 30% du persona B et 30% du persona C. Et dans ces cas-là, effectivement, il y aura 3 personas différents. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment, au tout départ, de travailler un seul persona, de définir la stratégie et de mettre en place la stratégie sur un seul persona pour vous faire la main et ensuite de répliquer trimestre après trimestre sur un autre persona. L'idée, c'est vraiment de faire ça parce que c'est plus efficace et ça vous évitera de vous poser 36 000 questions et d'ajuster 36 000 trucs en même temps. Donc, travaillez un persona, travaillez votre process par rapport à ce persona-là et ensuite
répliquer, vous allez gagner du temps et de l'argent. Vraiment là-dessus, ça c'est vraiment un retour d'expérience qui parle. On fait d'abord, si vous faites il y a des clients, hein, ils font 3-4 personas d'un coup. Ils bossent les 3-4 stratégies en même temps, ils gagnent en maturité, ils gagnent en compétences au fil des mois. Au bout de 6 mois, ils se disent « Ah bah oui, effectivement, les emails qu'on travaillait au départ, ils n'étaient pas bons, donc on doit les revoir. » Mais du coup, il faut les revoir pour les 3-4 personas qu'on a travaillé. C'est un peu dommage. Donc vraiment, on le travaille sur un persona d'abord, on travaille toute la stratégie sur un persona, on analyse, on optimise la stratégie, et une fois que la stratégie est optimale, on peut la répliquer, les process, on peut les répliquer sur un nouveau persona. Le truc que je vous recommande absolument, c'est de ne pas travailler plus de 3 personas en même temps, pour différentes raisons. Parce que déjà, humainement, c'est impossible à gérer. Si vous avez plus de 3 personas, vous allez devoir créer entre 1 et 2 articles de blog par semaine, par persona. Vous allez devoir avoir une ligne éditoriale différente par persona sur les réseaux sociaux. Vous allez devoir envoyer des séquences d'emails différentes. Vous allez avoir des approches commerciales qui seront différentes, etc. Humainement, sauf si vous êtes 15 au marketing, enfin si vous êtes 15, c'est peut-être exagéré, mais si vous êtes peut-être moins de 5 au marketing, ça sera impossible à gérer plus de 3 personas. L'autre truc pour lequel je vous recommande ça, c'est uniquement pour la partie SEO. Si vous traitez 4, 5, 6 personas en même temps parce que humainement, vous avez les moyens, Google aura du mal à comprendre votre ligne éditoriale, aura du mal à comprendre les thématiques que vous abordez et du coup aura du mal à vous positionner efficacement dans les résultats de recherche. Donc, pensez à ça, regardez un petit peu les bonnes pratiques du référencement. Là, pareil, on a plein de contenus sur le blog qui parlent de référencement, mais vraiment, pour être bien référencé, il faut travailler thématique cluster par cluster. Et du coup, de travailler plusieurs personnes en même temps, bah, ça fait plusieurs clusters en même temps et du coup, ça facilite pas la tâche de Google. Donc, voilà pour l'exemple de fiche. Et voilà, donc il y avait, si vous vous rappelez bien dans le sommaire, il y avait 4 plus une étape pour réussir sa fiche persona. Donc les 4, on les a vus, hein, c'était les interviews, confronter avec les data en interne, confronter avec les collaborateurs en interne, créer la fiche. Donc vous avez les 4 étapes. Et la 5e étape, on la met en bonus parce qu'elle est hyper importante et qu'elle est malheureusement trop souvent oubliée, c'est que vous devez mettre à jour régulièrement votre fiche persona parce que ces comportements, ces attentes changent régulièrement. Tous les 3 à 6 mois, c'est bien. Déjà, si vous le faites tous les 6 mois, c'est pas mal, mais faites-le au moins 1 à 2 fois par an. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez travaillé votre fiche persona fin 2019, début 2020, dans le monde d'avant, et que vous aviez à l'époque compris que votre persona, il s'informait sur les salons professionnels, il faisait des conférences dans des réseaux professionnels, qu'il avait tel et tel comportement, qu'il avait telle et telle problématique, 2-3 mois plus tard, avec ce qu'on a connu, la Covid-19, etc., les confinements et toutes les problématiques que ça a généré, vous pouvez être sûr et certain, et faites le test chez vous, nos comportements ont profondément changé, que ce soit dans nos achats ou dans notre quotidien, depuis le Covid. Et donc, nos attentes, nos besoins, nos comportements sont différents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient fin 2019, début 2020. Si vous avez travaillé vos fiches persona en 2018-2019 et que vous n'avez jamais mis à jour votre persona, je suis assez sûr que votre stratégie marketing commercial aujourd'hui ne génère pas le retour sur investissement qu'elle devrait générer parce que les choses ont changé, certaines choses ont accéléré, certains comportements ont été modifiés au cours des derniers mois. Et donc ça, on est vraiment dans un contexte qui permet de bien l'illustrer aujourd'hui. Donc, mettez à jour vraiment régulièrement votre fiche persona. Donc, on arrive à la fin. Je suis content parce que du coup, on a mis 39 minutes d'après le chrono. Je m'étais fixé 30 minutes, mais très honnêtement, je me connais, je sais que je parle beaucoup. Et du coup, je sais que j'allais déborder, mais je m'étais dit 40-45 minutes déjà. Ça aurait été un exploit pour moi. 39 minutes, je suis content. Je vais vous partager, vous allez voir apparaître ça rapidement. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton télécharger en cadeau, puisque vous avez participé à ce webinaire-là. Alors, peut-être que vous l'avez déjà téléchargé, puisqu'on a un petit peu communiqué dessus sur les réseaux sociaux notamment, mais c'est à peu près tout. On va vous offrir maintenant un guide complet qu'on remet aussi à nos clients quand on fait des formations. Un guide complet dans lequel on va détailler encore un peu plus ce que je vous ai présenté ce matin. On va vous présenter effectivement la template de fiche persona et on va vous surtout vous donner une liste de 56 ou 58 informations clés à récupérer pour travailler efficacement votre fiche persona. Donc voilà, je balance ça maintenant, c'est fait. Donc là, logiquement, vous avez un call to action téléchargé qui apparaît à votre écran et vous pouvez télécharger ce guide gratuit. Donc voilà, vraiment dans ce guide, vous avez toutes les informations pour travailler efficacement une fiche persona. Je vous encourage vraiment à en prendre connaissance, à travailler
là, au fil des prochaines semaines, un premier persona. N'hésitez pas à nous envoyer même votre exemple de fiche sur les réseaux sociaux, par email, etc. On sera ravis de vous donner notre avis par rapport à tout ça. Le sujet des personas est vraiment essentiel. Si vous ne travaillez pas vos personas, vous êtes sur de la supposition. Donc, vous avez une stratégie marketing et commerciale qui est basée sur des hypothèses que vous n'avez pas validées et ça vous expose à des risques sur votre retour sur investissement. Vous investissez peut-être sur les mauvais leviers, les mauvais canaux, au mauvais moment. Et du coup, ça vous empêche de générer de manière optimale du chiffre d'affaires. On parlait tout à l'heure de conversion précédemment sur le sujet des personas. J'aime bien aussi dire que le sujet des personas est essentiel pour créer des contenus, que ce soit des emails, que ce soit même des rendez-vous commerciaux, des démos de vos produits, des articles de blog, des contenus pour votre site web, des contenus pour vos réseaux sociaux. Ce qu'il est important de faire aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est avec tout l'amas de contenu qui nous frappe au quotidien, c'est de créer un contenu, d'avoir un message qui provoque cet effet que j'appelle, mais je n'ai pas réussi à l'appeler différemment. Donc, si vous avez des idées dans le chat ou en commentaire, je suis preneur parce que ce n'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est l'effet « waouh », c'est exactement ça. Si vous arrivez dans vos contenus, que ce soit les articles de blog, les réseaux sociaux ou les contenus plus commerciaux, à provoquer chez votre prospect cet effet « waouh, c'est exactement ça », vous avez tout gagné. C'est-à-dire que là, vous avez gagné sa confiance, il est prêt à vous écouter, il sait de quoi vous parlez et donc il est prêt à vous écouter d'un point de vue commercial et à vous faire confiance sur votre offre commerciale. S'il lit un article de blog et que vous détaillez hyper bien une problématique qu'il rencontre au quotidien et qui se dit « bah oui, putain, c'est exactement ça, ils ont tout compris », vous avez gagné en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir générer des prospects et signer des clients. Et ça, pour le faire, vous devez parfaitement savoir qui est votre cible. Ce qu'on apprend à l'école, c'est savoir quelle est votre cible. Elle travaille dans tel domaine d'activité, elle fait tel chiffre d'affaires, c'est des caractéristiques démographiques, etc. C'est aussi ce que présentent certaines agences ou certains formateurs, experts, conférenciers, etc. sur le sujet des personas. Ça ne sert plus à rien. Dans le marketing d'expérience, dans l'expérience prospect dans laquelle on est, vous devez comprendre les problématiques. Vous devez avoir des détails suffisamment pertinents sur le quotidien de vos prospects pour les intégrer dans votre contenu, pour provoquer cet effet « waouh, c'est exactement ça » et faire progresser vos prospects dans leur parcours d'achat. Donc, rappelez-vous, awareness, considération, décision, le buyer de journée dont on vous parlait précédemment. C'est comme ça que vous allez pouvoir le traverser efficacement, gagner la confiance de votre prospect, retenir son attention dans une ère où il est ultra connecté, mais aussi ultra sursollicité. Et c'est comme ça que vous allez générer des prospects qualifiés en ligne avec le marketing et que vous allez pouvoir les convertir en clients. Voilà, on arrive au terme de cette formation. J'espère qu'on a répondu à l'intégralité de vos questions sur le sujet des personas. Je reste connecté encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, que ce soit sur le sujet des personas ou sur un autre sujet. Si vous êtes sur YouTube, pareil, vous pouvez nous laisser des commentaires. On vous mettra le lien du guide à télécharger en description. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si la formation vous a plu, un petit pouce ou un petit commentaire pour le référencement sur YouTube parce que c'est compliqué d'être visible sur YouTube. Ça nous aidera beaucoup. Voilà, merci à vous.